Bienvenue dans Voyage encore. Je suis Eugénie Witz, ostéopathe, et je t'emmène toutes les 2 semaines explorer les messages que ton corps a à te transmettre. À travers mes réflexions et des rencontres avec des invités inspirants, on va parler émotions, inconscient, amour, périnatalité, spiritualité aussi. Bref, tout ce qui va te faire vibrer le corps et l'âme. Alors prends une grande inspiration. Ton voyage encore commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis très contente et très fière de recevoir un ami et en même temps, en plus, collègue, Florent Perotto. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, ça va être assez simple. Je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux me décrire qui tu es ? Mais pas juste vraiment avec cette phrase qu'on peut entendre un peu tout le temps. C'est plutôt de savoir ta couleur. Qu'est-ce qui fait de toi que tu es quelqu'un de unique ? Petite question. Petite question. On commence simple. Comment me décrire ? Déjà, je suis un homme, genre homme, je dirais, et je pense être quelqu'un de sensible. Quelqu'un de sensible avec une vigilance toute particulière à l'humain, particulièrement aux enfants. Et aussi, j'ai comme une forme de vigilance à ce que souvent les écosystèmes soient dans une forme d'harmonie ou de cohérence entre eux. Ça, c'est ce qui m'anime un peu à l'intérieur. Voilà, après d'autres choses. J'aime la vie, j'aime les animaux, j'aime le vivant, je dirais, avec un grand V. Et après, je suis aussi thérapeute. Ça, c'est plutôt mon identité, ma casquette, je dirais. Voilà, où j'aime aussi beaucoup le sport. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de plein de choses qui pourraient me définir et à la fois me définissent pas complètement. Voilà, à peu près. Très bonne présentation, merci. Est-ce que tu peux peut-être parler de ton parcours justement au niveau professionnel ? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie ? Waouh, ouais. J'ai commencé par des études d'ostéo, où je suis ostéopathe maintenant depuis bientôt 10 ans, avec au début une approche plutôt mécanique de l'ostéopathie, et puis en fait plus ça s'est installé dans le temps, ma pratique, plus il y a eu quelque chose autour de la dimension, je dirais, d'accueil de la personne dans son contexte de vie, avec ses histoires, et dans la dimension psycho-émotionnelle de la personne. Et du coup, ça m'a amené petit à petit à travailler beaucoup plus dans une dimension d'accompagnement, aussi bien pour des douleurs physiques, mais aussi des douleurs psychiques, enfin des douleurs, je dirais, psycho-émotionnelles, ouais, directement, qui m'a amené du coup beaucoup à travailler avec des psychologues ou des psychiatres au cabinet. Ça, c'était une vraie activité, un pool de ma patientèle, ce qui m'a amené à me former après l'hypnose. Du coup, parce qu'en école d'ostéo, on ne nous apprend pas du tout ce que c'est qu'une émotion et comment l'accompagner et la progressivité et le rythme avec lesquels on peut rejoindre un patient. Et voilà, ça c'est mes deux casquettes principales. Et en fait, ça m'a ouvert sur une pratique plutôt qui se tourne aujourd'hui autour des états de conscience modifiés, qu'on pourrait l'appeler, ou comme on l'appellerait aussi état de conscience élargi ou la transe. Qui fait partie du cœur de mon métier, et en fait, j'ai cheminé vers une formation de respiration holotropique, où aujourd'hui je suis facilitateur en respiration holotropique, où j'accompagne, soit des gens en individuel, soit en groupe. Je dirais ça, c'est mes grandes casquettes de thérapeute. Après, il y a eu plein d'autres petites formations, parce que je suis toujours un peu boulimique de formation, et j'aime explorer. Voilà. Ok, donc on en arrive justement au sujet de ce podcast qui va être la respiration holotropique. Je pense que peu de gens en plus connaissent vraiment ça, c'est en pleine expansion actuellement. Donc je pense que ça va faire un grand bien à tout le monde d'en connaître un peu plus sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais déjà peut-être expliquer comment tu as rencontré la respiration holotropique ? Est-ce que quelqu'un t'en a parlé ? Est-ce que tu as fait une séance découverte ? Est-ce que tu as eu un appel, une intuition corporelle peut-être ? Ouais. En fait, j'ai pas connu directement la respiration holotropique, mais plus des outils de breathwork en fait en festival la première fois. Okay. Où en fait j'étais en festival et il y avait un atelier qui proposait du breathwork, et l'outil, la technique de respiration m'a
amené dans des états de conscience que je n'avais jamais explorés dans mon corps. Ça, et puis ça, c'était la première touche, la première rencontre, qui diffère pas mal avec la respiration holotropique dont on va parler juste après. Mais après, il y a aussi, grâce à Pascal Ancelin, qui est un de mes mentors, même je dirais mon mentor ostéo, avec qui voilà, j'ai pas mal cheminé. On lui fait un petit clin d'œil. Petit clin d'œil tous les deux, parce qu'on est formés avec lui. Et du coup, qui a été formé aussi à la respiration holotropique et qui fait de l'accompagnement psycho-émotionnel avec ça. Et donc, lors d'une formation avec lui, ça m'a ouvert ou attiré l'œil vers ça. Et je suis tombé par hasard sur le Césum, avec qui je me suis formé pendant 2 ans et que je continue encore de me former aujourd'hui. Tu peux peut-être expliquer justement la formation, comment ça se passe pour Ouais, la carrément. respiration? Elle est hyper complète, la formation. C'est sur 2 ans. C'est normalement réservé aux psychologues, aux gens qui ont une stature psy assez posée, assez stable. Il y a plusieurs niveaux de formation, c'est-à-dire que les psychologues après peuvent accompagner des groupes ou de l'individuel, mais les gens on peut aussi faire cette formation à titre personnel, même si on n'est pas psychologue, pour explorer, pour voyager à travers la respiration holotropique notamment. Et 2 ans, 6 semaines, répandues sur les 2 années. Et il y a des bases de psycho, des bases de psychopatho, il y a beaucoup de psychocorporel aussi. On nous apprend à accompagner un corps qui est en transe, une personne au-delà du corps, dans son entièreté en transe. On nous apprend les niveaux de conscience aussi, de savoir où est-ce qu'on voyage et comment être sensible là où est la personne. On nous apprend les risques également, de savoir bien border le voyage de quelqu'un pour faire en sorte que ce soit sécuritaire pour lui ou pour elle. On parle de set and setting, c'est-à-dire du coup vraiment de offrir un espace le plus bienveillant et sécurisant possible et consenti. Et ça nécessite beaucoup d'apprentissage, et je suis encore aujourd'hui en apprentissage, et j'apprendrai toute ma vie parce qu'on a tous une singularité, on peut tous voyager avec des teintes ou des degrés différents. Et qu'est-ce que j'oublierais de dire? Il y a beaucoup d'expérientiel aussi de nous-mêmes, on voyage beaucoup nous-mêmes pour explorer ça à travers notre corps, à travers notre conscience. Et c'est aussi ça. C'est ça, chacun son tour. Ouais, à tour de rôle, on s'accompagne. Et on explore la joie ou la médecine de la respiration, comment on sait quand on rentre en relation avec elle et quand on lui laisse l'espace de venir être touché par elle. Est-ce que tu peux peut-être du coup décrire un petit peu plus ce qu'est la respiration holotropique? Ouais. Avec tes mots, avec ton... C'est pas évident de le décrire parce que c'est comme si c'est une expérience qui est subjective pour certains, enfin pour tous quand on la vit. Donc il reste peu de relief objectivable, c'est-à-dire de quelque chose de tangible sur lequel on peut dire tiens, ça c'est une pomme, ça c'est une poire, etc. Quelque chose qui est visuel et tangible. Et même parfois certains voyages en état de conscience élargi, en état de conscience modifié, ouvrent tellement des champs et des espaces d'ouverture et de puissance que quand on revient du voyage, parfois mettre des mots dessus serait presque de réduire le voyage à la narration qu'on lui prête, notamment. Et donc on parle presque, et ça rejoint du coup les champs psychédéliques, c'est-à-dire on parle presque d'ineffable en fait, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, des voyages qui sont difficiles à raconter tant qu'on n'a pas fait l'expérience d'eux. Mais par contre, tout le reste, je peux raconter, c'est-à-dire comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va explorer, qu'est-ce qu'on peut y trouver, etc. Peut-être pour ça, avant de commencer ça, c'est de revenir un peu à l'histoire de comment ça a commencé. Avec grand plaisir. En fait, c'est une médecine, une pratique qui a été... c'est le petit frère des psychédéliques, en fait, la respiration holotropique. Et Stanislas Grof, qui est un médecin psychiatre, notamment, avait commencé, après Albert Hofmann, énormément de recherches sur le LSD dans les années 50. Et en fait, ces recherches-là ont montré plein d'avancées thérapeutiques sur les personnes qui revenaient de la guerre, sur des addictions, sur des dépressions sévères. Et à un moment, pour des raisons politiques, sous Nixon, les psychédéliques se sont vus interdits au moment de la vague hippie. Et du coup, dans les années 70, ce médecin psychiatre Stanislas Grof, qui est toujours de ce monde, qui est une super personne,
Du coup, a développé la respiration holotropique avec sa femme notamment, et en s'inspirant de plein de techniques de respiration ancestrales du monde entier, notamment du pranayama, pour arriver à aller dans les mêmes champs psychédéliques que ce qu'ils exploraient avec ses patients sous LSD. Parce que c'était guérisseur et parce que c'était un outil important pour la thérapie, notamment, dont il ne pouvait pas se passer. Et en fait, il a exploré ça maintenant sur des centaines enfin peut-être pas des centaines de milliers, mais des dizaines de milliers de personnes, en fait, vraiment dans le monde entier. Et voilà, donc il y a vraiment un rapprochement très fort avec les psychédéliques, où l'histoire est commune des psychédéliques. Et maintenant aussi, même en France, et moins en France, parce qu'on a souvent dit un temps de retard, mais dans le monde entier, il y a vraiment un essor qui pousse au niveau des psychédéliques. Tout ça pour dire que c'est des espaces qui rejoignent ces espaces, en fait. Et donc ça permet de remettre de la vie, de dépasser des obstacles de vie, ça permet d'aller chercher des ressources, ça permet aussi souvent on a conscience dans notre cerveau automatique de qui on est, je dirais dans notre petit moi du quotidien et notre moi ordinaire, et un peu avec cet état de conscience modifié, la respiration vient rendre poreux ces états du moi. Et donc, du coup, créer un espace un peu plus large de connexion. On peut, lors d'une respiration, se sentir devenir un gorille. On peut explorer l'archétype du féminin. On peut explorer être un tyran. On peut avoir l'impression de vivre une ouverture de cœur incroyable. Enfin, il y a plein de dimensions ou d'états. On peut explorer la vie, en fait, le vivant. Est-ce qu'on sait à l'avance ce qu'on va explorer ou pas? Du tout, du tout. Du tout, parce que souvent Stanislas dit comment dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit vous allez découvrir ce avec quoi vous avez rendez-vous, en fait, aujourd'hui. J'adore. C'est bien dit. Et c'est cette idée de, en fait, on ne sait jamais ce qui va advenir, mais par contre, on peut poser une intention sur le voyage pour du coup avoir une ligne directrice de savoir qu'est-ce qui est important pour nous dans le présent, dans cette forme de réel qu'on vit, pour aller, je dirais, remettre en mouvement ou déboucher certaines canalisations. La métaphore n'est pas très belle, mais c'est à peu près ça. Comment t'expliquerais que le souffle, justement, arrive à provoquer des états de conscience aussi profonds que tu nous parles des psychédéliques? Il y a plusieurs raisons à ça, mais je dirais la raison très terre-à-terre ou scientifique qu'on connaît aujourd'hui. On croit souvent que le fait d'hyperventiler va suroxygéner le sang, et en fait c'est faux, parce que l'hémoglobine est déjà presque saturée en oxygène, donc on n'augmente pas le taux d'oxygène dans le sang. Par contre, on diminue considérablement le taux de CO2. Et en fait, le taux de CO2 il y a ce qu'on appelle une hypocapnie, du coup une alcalose respiratoire. Et en fait, la conséquence de l'alcalose respiratoire, c'est la vasoconstriction. Et en fait, la vasoconstriction, elle se crée à deux endroits principaux, aux vaisseaux cérébraux notamment, et notamment ceux qui ceux qui irriguent le néocortex, donc le cerveau, tout ce qui va avoir le discours interne, le petit dictateur qui dit voilà, moi je veux ça, je veux toi faire ça, etc. Ça, et du coup les coronaires également, les vaisseaux du cœur. Et en fait, les recherches aujourd'hui vont dans ce sens-là, c'est que la vasoconstriction, module ou modifie les perceptions sensorielles, l'interoception qu'on peut avoir, et donc va commencer à décaler l'état de conscience, la conscience qu'on a de nous-mêmes, en fait. En donnant, du coup, j'aime bien, parce qu'il y a un collègue qui s'appelle Yohann Henry qui parle de ça, c'est un peu cette histoire de démocratie participative, c'est-à-dire que en fait, habituellement, c'est le dictateur, le mental qui va diriger, et là, en fait, la vasoconstriction de ce néocortex, d'un point de vue très matérialiste, là, je te parle de ça de manière presque neuroscientifique, je dirais, va donner du coup plus d'espace à d'autres parties de soi, et du coup au corps, aux sensations, parfois aux mémoires, parfois aux traumas, pour remettre en mouvement toutes les mémoires subjectives ou les parties inconscientes qui sont autre part et qui ne sont pas accessibles dans notre vie de tous les jours, dans notre état de conscience ordinaire, je dirais. Ça me vient à me faire penser à une phrase où j'en parlais avec un autre thérapeute, où le souffle aussi, c'est vraiment quelque chose d'inconscient. On respire tous les jours, on n'en a pas conscience, donc il fait quand même partie de cette part-là. Et pourtant, on peut en prendre, on peut le contrôler quand même. Oui.
Et donc, c'est un super pont qu'on peut avoir entre notre conscient et notre inconscient. Ouais. C'est ça un petit peu que tu nous parles avec cette vasoconstriction, etc. Et donc, l'accès après à toute cette part inconsciente qu'on peut trouver. Oui, il y a ça, c'est-à-dire que la respiration, le diaphragme, je crois que c'est le seul organe qui peut se contrôler, qui a un contrôle autonome par le système nerveux autonome et à la fois qui a un contrôle conscient, Voilà, où on peut le contrôler. Et en fait, là-dessus, il n'y a pas de papier scientifique lourd dessus, mais cliniquement, on peut voir que le diaphragme va avoir une place différente en fonction des réactions traumatiques qu'on va avoir, notamment dans la fuite, dans le combat, etc. Parce que c'est une pompe simplement qui nous permet de respirer. Et donc, cliniquement, on peut, enfin du moins, moi c'est ce que je constate, mais je suis pas le seul dans les recherches cliniques, c'est de voir comment la respiration peut porter des mémoires traumatiques ou peut porter des mémoires inconscientes qu'on peut avoir en fonction de notre biographie, en fonction de ce qu'on a traversé dans notre vie, etc. Et c'est presque comme si ça venait remettre en mouvement quelque chose, en fait. Tout à fait. Il y a ça, il y a aussi, même métaphoriquement, la respiration, notamment, je pense, avec le pranayama, qui est une pratique qui permet d'aller vers des états méditatifs, notamment. Et même, en fait, quand on zoome sur toutes les traditions du monde, on voit que la respiration, elle a une racine commune avec le spi. Le spi, c'est le spirituel. On le voit, par exemple, en hébreu, on le voit par exemple, le nerf phrénique, ce qui est responsable du contrôle du diaphragme. Phrénique, on le trouve aussi dans schizophrénie. On le trouve aussi qui rejoint l'esprit, en fait, directement. Et en fait, ça a un lien entre le corps, entre l'esprit, et dans les traditions, en fonction des croyances de chacun, avec l'âme, avec avec la conscience, en fait, notamment. Et donc, du coup, c'est vraiment ce lien, je dirais, enfin, du moins, moi, je relationne comme ça avec la respiration, qui permet, en fait, de faire ce lien entre le corps, l'âme et l'esprit, en fait, du coup. Ouais, c'est bien expliqué, merci. Voilà. Est-ce que tu peux décrire une séance réellement dans la matière, comment elle se passe pour que les gens puissent peut-être visualiser un petit peu plus? Une séance individuelle ou une séance de groupe plutôt? Comme tu veux, Ok. ce qui te parle le plus. Ok. Souvent, c'est une pratique qui a tendance à être principalement en groupe. Donc on peut décrire celle en groupe. Parce que l'énergie du groupe vient porter en fait la respiration. Mais ça se fait aussi en individuel. Et je dirais ça s'est plus adapté avec le temps en individuel. Ouais. Mais au début, c'est quand même une thérapie de groupe en fait alors une thérapie de groupe, une thérapie qui se fait en groupe. Elle est individuelle, mais elle se fait en groupe notamment. Globalement, ça s'organise souvent sur une journée, voire un week-end. Il y a tout un temps au début de préparatif avec la personne avant la journée d'un questionnaire médical qui permet d'éviter toute contre-indication à la respiration. Il y a tout un temps de savoir quelle est l'intention de la personne, de savoir qu'est-ce qui l'amène vers là, parce qu'on ne va pas faire une expérience de respiration holotropique comme on irait acheter une baguette de pain. Et après, du coup, commence souvent la journée par la pose d'un cadre qui permet du coup d'avoir les règles du jeu de comment ça va se passer, pour vraiment poser un consentement qui est clair pour les personnes et du coup d'être sûr que leur expérience soit sécurisée, en fait, un maximum. Ça commence après par chacun dépose une partie de ce qu'il a envie de déposer, son histoire, son intention, ce avec quoi il vient, etc. Il commence déjà à mettre cette enveloppe groupale, en fait, qui permet déjà de commencer à porter cette dimension exploratrice ou thérapeutique. Et après, en fait, très simplement, il y a un petit réveil corporel souvent pour permettre de libérer les tensions de la nuit ou de la journée, pour mettre les corps en disposition. Chacun est sur un matelas, mais la pratique se fait toujours en binôme, c'est-à-dire que il y a un facilitateur ou une facilitatrice, une citeuse ou une citeuse qui permet de veiller sur la personne qui respire. Et qui permet aussi d'être vraiment comme un veilleur qui répond aux besoins de la personne, si elle a besoin d'eau, si elle a besoin d'un mouchoir, si elle a mal quelque part, si elle a peur, etc., de vraiment pouvoir être là. Si la personne est en capacité de pouvoir intervenir, si elle ne l'est pas, c'est notre rôle à nous, thérapeutes, qui sommes plusieurs dans la salle à venir toujours être vigilants, à savoir où en est la personne qui respire, toujours vigilant à savoir comment on vient soit laisser la personne vivre son expérience toute seule, ou soit venir intervenir quand il y a besoin, et quand ça le permet aussi, quand la personne l'a permis.
parce que du coup, parfois, les gens ne sont pas OK avec un contact physique et ça, on le respecte complètement. C'est une approche qui est psychocorporelle aussi, dans le sens où le toucher, le contact physique, ou parfois juste les mots ou le soutien, ou simplement la qualité d'une présence, permet presque comme une maïeutique, en fait, permet de venir aider l'autre à accoucher de ce qui est là, en fait, à venir déposer ce qui est là. Et du coup, souvent, c'est des voyages qui durent assez longtemps, dans des états de transe assez profonds. Quand je dis profond, c'est que c'est plus profond que l'hypnose, souvent. C'est pour ça que je parlais de psychédélique juste avant, c'est que ça rejoue des champs psychédéliques. Souvent, il y a des gens qui ont peur de perdre complètement le contrôle. On a quand même conscience d'être dans la salle et d'être là, même si parfois la conscience devient beaucoup plus petite ou beaucoup plus fine. Et surtout, en fait, c'est qu'un voyage qui dure longtemps, qui dure à peu près 2 à 3 heures de voyage, qui est soutenu par des vagues musicales. Les vagues musicales qui permettent, dans un premier temps, de développer l'énergie pour s'engager dans le voyage, dans un second temps, d'aller explorer les dimensions émotionnelles, dans un troisième temps, d'aller ouvrir sur des espaces plutôt, des dimensions du monde, de la spiritualité, de l'univers, etc. Ou parfois pas du tout, de la spiritualité, ça dépend vraiment des croyances de chacun, et ça respecte vraiment... c'est une pratique inclusive, c'est pas du tout quelque chose qui va être forcément orienté spirituel, ça peut être tourné très sur les besoins de la personne à l'instant T. Et puis après, sur toute une phase d'intégration où le processus se referme tranquillement, et nous on veille vraiment à ça, que la personne puisse, presque comme si je dirais, en fait, bon, dans le jargon psy, ça va paraître un peu intense comme terme, mais c'est presque une mini décompensation, en fait, où la transe permet de décompenser et d'ouvrir des espaces, qu'il y a des choses qui se libèrent ou qui s'explorent, des ressources ou parfois des obstacles de vie qui peuvent être difficiles, et puis ça vient à se refermer, en fait, en fin de séance, pour que ça puisse s'intégrer. Et je dis souvent, en fait, c'est des espaces qu'on s'offre jamais dans la vie, parce que, de ce que je connaisse moi du moins, à aucun moment on s'offre 3 heures d'espace où on est pleinement centré sur nous, où on a 3, 4, voire 5 personnes qui sont pleinement disponibles pour nous uniquement, et qui soutiennent dans des espaces de vulnérabilité, et en fait on contacte les joies ou la beauté de l'humanité, en fait, vraiment. Et souvent, ce qui est dit à la fin du groupe, lors des cercles de fermeture, c'est que d'une part, ça fait du bien, c'est engageant et parfois ça peut être bousculant, mais qu'on contacte vraiment un bain d'humanité, en fait. Et ça ouvre à beaucoup de fraternité, de sororité, ou même ce mot que j'aime beaucoup qui est l'adelphité, qui est les frères et sœurs, en fait. Vraiment. On a encore entendu parler ce week-end de ce mot-là. Okay. Et du coup, voilà, ça ouvre à ça. Et est-ce que j'oublie des choses? Je pense pas. Est-ce que tu as des questions, des choses qui te viennent Sur le point de vue, après, ils hyperventilent pour démarrer. Oui, bien sûr, phase complètement. Techniquement, j'ai oublié l'aspect technique, mais bien sûr, en fait, pour nous, l'hyperventilation est importante, mais on n'y place pas ça comme une technique où il faut hyperventiler tant de temps ou de telle manière, etc. C'est vraiment une rampe de lancement, en fait, qui permet de partir dans le voyage. Et en fait, tout ce dispositif ou tout ce processus thérapeutique qui se fait bien en amont de la journée de respiration holotropique permet ça, en fait, permet ce voyage. Et du coup, c'est drôle parce que j'ai aussi beaucoup de gens en respiration qui ont fait du breathwork avant et qui se disent mais waouh, en fait je respire beaucoup moins longtemps et je vais dans des endroits beaucoup plus profonds que ce que j'ai fait en breathwork auparavant. Tu peux peut-être expliquer alors ce que c'est la différence avec un breathwork? Ouais, alors je voudrais pas le comparer aussi facilement que ça, mais globalement moi je peux parler de ce que je connais, surtout, alors je connais un peu le breathwork, mais surtout la respiration holotropique. En fait, c'est pour ça que c'est important de parler de son histoire, c'est que bien sûr que ça s'inscrit dans des dimensions exploratoires, mais que ça s'inscrit aussi et surtout dans des dimensions thérapeutiques, là où le breathwork n'a pas cette prétention-là, parce qu'en fait, pour aller accompagner des gens dans des dimensions thérapeutiques et dans des états parfois de réviviscence de trauma, en fait, il faut le dire, ça nécessite d'être bien harnaché, en fait, d'avoir déjà des heures de vol, d'avoir une conscience, d'avoir des formations en psychopathologie, d'avoir une conscience des traumas, d'avoir des consciences des mécanismes d'attachement des personnes, de type des personnalités. Enfin, c'est tout le champ psy qui est là. Et du coup, le champ de la transe aussi. Et c'est pas une technicité, je dirais, c'est plutôt vraiment
une pratique thérapeutique, une médecine en fait du souffle. Et surtout parce que en fait, souvent, moi de ce que j'ai pu voir, et peut-être que ça existe différemment en breathwork, mais que la personne n'est jamais à respirer tout seul en fait. Et en breathwork, j'ai déjà vu des groupes de 20 respirer avec Ou en une visio. personne, ou en visio, malheureux, où en fait il y a une personne qui accompagne. En fait, moi je vois que parfois on est le dernier groupe que j'ai fait, on était 3 thérapeutes pour 6 respirants, avec toujours un binôme, donc du coup avec toujours accompagné d'une personne. Et même là, par moment, je me dis mais comment font les gens qui sont tout seuls, parce que du coup ça nécessite du soutien, des processus qui sont précieux, vulnérables, de pouvoir accompagner ça. Et je dirais que c'est principalement la grande différence que je ferai avec le breathwork. Et justement, j'avais une question là-dessus. Est-ce qu'on pourrait vivre des effets secondaires ou des déséquilibres si justement c'était pas bien accompagné? Bien sûr, oui. Je pense Bien vraiment sûr. à cette notion de sécurité qui est importante. Bah, en fait, ce que je te disais dans le terme décompensation, c'est un terme qui peut paraître dangereux dans le jargon psy, parce que la décompensation, on parle notamment des compensations psychiques ou psychotiques, et donc c'est séjours en HP, en hôpital psychiatrique, etc. Nous, en fait, on le borde pour que ça s'ouvre, mais que ça puisse se refermer, avec le maximum de vigilance autour de ça. Et surtout, avant ça, il y a tout un questionnaire médical et un questionnaire médical de la santé physique, mais aussi mentale. Et les personnes qui ont une structure psychique fragile, qui ont des maladies psychiques notamment, ne peuvent pas participer à Tu peux en même temps dire les contre-indications, enfin en tout cas, Ouais, qui ne je peux pourrait parler de ça en pas. même temps. En fait, vu que globalement il y a un engagement et on parlait de la vasoconstriction, on va éviter tout ce qui est maladie cardiovasculaire, Ok. les antécédents d'épilepsie, de glaucome notamment, de maladies psychiatriques. On évitera avec les femmes enceintes parce que du coup elles sont enceintes et c'est leur temps de grossesse à eux, même si on peut le faire après le 3e trimestre. Si la personne a l'habitude de respirer, etc., et qu'elle a déjà eu des heures de voyage avant, c'est possible. Il y en a déjà qui ont respiré, c'était très bien, mais on évitera. Est-ce que je pense à d'autres contre-indications? C'est les principales, je pense, qui sont là. J'en oublie peut-être certaines. Mais tu as dit les principales. Ouais, j'ai dit les principales. Et du coup, je parlais de la décompensation et des risques qu'il peut y avoir. En fait, j'ai malheureusement, il y a des gens, même dans la région lilloise, qui pratiquent le breathwork en solitaire avec des groupes de 20. Ouais. Et j'ai pas mal de personnes qui me consultent et je récupère ces personnes-là, soit en réviviscence de trauma, parce qu'il n'y a pas eu de mots qui ont été posés dessus, il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de progressivité autour de ça. Et du coup, en fait, derrière ça, c'est que ça laisse les gens avec eux-mêmes, avec des histoires qui sont parfois très lourdes, avec un suivi qui n'ont pas de suivi thérapeutique derrière, en juste se disant tiens, je vais respirer une fois, je vais déboucher les canalisations et ma vie d'un coup, par magie, ira mieux. Non, en fait, juste simplement non. Et c'est ça même avec lequel on se bat depuis longtemps, je dirais avec notre éthique en respiration holotropique. Et pour répondre même par rapport au breathwork, tu vois, le breathwork, c'est venu à la base, c'était maintenant, nous, on appelle ça Gross Breathwork, c'est en lien avec Stanislas Grof, mais ça s'est découlé du breathwork de Stanislas Grof, de la respiration holotropique, en fait, directement. Et en fait, ça a été utilisé après à des fins techniques, en fait, je dirais, plus qu'à des fins de thérapeutiques où on relationne réellement avec la respiration. Après, je veux pas du tout porter mauvaise presse à tout le breathwork parce que j'ai aussi des collègues et des amis qui font du breathwork et qui en font magnifiquement bien avec une réelle conscience et une vraie dimension de cœur. C'est un peu comme partout, mais il y a des gens qui pratiquent avec une vraie conscience et d'autres pas du tout, où ça va être plutôt pécunier. Mais voilà, souvent, c'est vrai que je suis assez grincé de voir certains accompagnements de breathwork, quoi. Surtout à chaque fois cette notion de sécurité dans le avant, le pendant et l'après. Ouais. Ouais. C'est ça, et c'est aussi surtout parce que dans 90% des cas, ça se passe bien. Et donc les gens sont contents. Et en fait, les 10% des cas ou les 5% des cas qui se passent pas bien, les gens sont soit en réviviscence de trauma, soit complètement sidérés à la fin de la séance et n'ont pas la capacité de venir voir la personne qui a organisé ça et se retrouvent seuls avec ça, en fait. Et donc c'est d'une violence inouïe, en fait.
Si je reviens du coup maintenant un peu à la respiration holotropique, à quel moment tu conseillerais à quelqu'un d'aller faire une respiration? Ouais. Pourquoi il se dirait, tiens, même ceux qui nous écoutent ou nous entendent, ou qui nous écoutent ou nous entendent, et ceux qui nous voient aussi, on les Mhm. oublie pas, se disent, bah tiens, là en fait, ouais, ça me parle. Ok. Euh, moi je dirais, c'est quand même une pratique qui est engageante, comme je disais en rigolant, on n'y va pas en achetant une baguette de pain. Il y a vraiment, pour moi, elle s'inscrit dans une démarche thérapeutique, ou dans une démarche d'exploration de soi. Parfois, il y en a qui font je dirais, du tourisme, et qui viennent une séance et qui repartent et qui reviennent jamais. Et c'est ok. Mais parce que c'est ce qu'il leur a fallu peut-être à ce moment-là, mais je dirais plutôt comment je pourrais conseiller ça pour des gens qui ont une démarche thérapeutique et qui ont besoin davantage de passer par le corps, qui sentent que du coup par moment la thérapie, la narration, la psychanalyse, la psychothérapie donnent plein de clés, mais que du coup il y a cette dimension du corps qui est pas explorée ou pas ouverte, ou du moins il y aurait le besoin que ce soit un peu actualisé à travers le corps, et que parfois il y a cette histoire de la narration ou du conscient qui est là, et du coup à quel moment on laisse le champ à toutes nos parts inconscientes en fait. Et quand il y a ces envies d'exploration et ces besoins de dépasser des obstacles de vie, souvent moi il y a la question de comment ça respire en fait dans ta vie, comment c'est ouvert, comment ça s'ouvre dans ta vie, et s'il y a des endroits où on sent que c'est fermé, bah, ça peut être un très bel outil si ça correspond je dirais si ça rentre dans le cadre d'indications médicales, mais aussi d'indications dans le parcours de la personne. Je le contre-indiquerais presque, enfin, je le contre-indique pas, mais tu vois, par exemple, ça m'arrive, il y a des patients que je suis en accompagnement sur des psychotraumas ou sur l'accompagnement psychocorporel de femmes qui ont été victimes de violences ou d'abus, de formes d'abus ou de violences physiques ou sexuelles, et qui vivent déjà des choses très très intenses. Et par moments, en fonction de là où elles sont dans leur thérapie, ça vient quand même, je dirais, remuer, secouer, et du coup, par moment, il y a quand même un besoin ça peut ne pas être le bon timing pour le faire. Mais par moment, ça peut s'y prêter aussi, parce que ça peut, je dirais, presque remuer la pulpe et remettre en mouvement les choses. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un lien, une relation thérapeutique qui soit très sécuritaire avec la personne. Et je proposerais peut-être, et c'est ce que je fais parfois, d'abord de respirer en individuel sur quelques séances avant d'aller dans la dimension de groupe. Ok, merci, c'est très bien. Donc, comme ça, les personnes qui nous écoutent et nous voient vont pouvoir se poser la question de comment ils respirent dans leur vie actuellement. J'aime bien cette phrase. Justement, une autre question qui me venait aussi tout à l'heure en t'écoutant, est-ce que tu aurais une expérience que tu as vécue en respiration holotropique ou tu as vue, qui t'a marqué, que tu aurais envie de nous partager Ouais. Ouais, j'en ai une qui est là et qui était assez marquante. C'est que au début, j'ai encore un mental très fort, mais je dirais la place de mon mental prenait beaucoup, beaucoup de place avec comment il faut que je respire, quelle technique il faut que je fasse, combien de temps il faut que je respire, etc. Donc il y avait tout ce discours interne qui était là. Et en fait, je me suis lancé dans une respiration d'hyperventilation à fond pendant plusieurs dizaines de minutes, où j'en venais à être fatigué complètement, et presque une sensation d'échec dans mon corps, en me disant ok, j'y arrive pas, peut-être que c'est pas pour moi, ou que voilà, je fais mal les choses, ou que je suis trop contrôlant, etc. Il y avait vraiment ce discours interne qui était là. Et en fait, au moment où je me suis mis à lâcher ça, et que je me souvenais de ce que me disait ma formatrice, qui est aussi une mentor pour moi, qui est Bernadette Blin, qui disait en fait, laissez la respiration vous respirer. Et du coup, c'est pas une technique, mais il y a quelque chose qui permet de rentrer en relation avec. Et au moment où presque sur des phases d'apnée, où j'écoutais juste ce que mon corps avait envie de faire avec la respiration, je me suis vu complètement embarqué dans quelque chose de psychédélique pour le coup, où il y avait la sensation d'avoir des fleurs qui naissaient qui sortaient de chaque pore de ma peau, une sensation d'ouverture de cœur, une sensation vraiment presque mystique d'éveil, mais wow. Et en fait, avec la sensation de ne rien faire du tout, mais de juste être avec, en fait. Être avec me laisser porter par la vague musicale, me laisser porter par la sensation de cette respiration même douce qui est là, et de sentir que ça m'amenait dans des endroits de douceur infinie, des endroits que
que je m'autorisais pas de sentir dans mon corps est vraiment magique, quoi. Vraiment magique. Et d'ailleurs, on explore pendant la formation, ça me fait penser à ça, des endroits où il y a des respirations qui sont parfois de la surventilation et pas de l'hyperventilation, qui pourrait être, je dirais, avec cette touche-là, beaucoup plus yin, beaucoup plus douce comme forme d'énergie, et qui permettent aussi d'aller dans des endroits mais incroyables et d'ouvrir des espaces incroyables, et qu'on n'a pas besoin de s'engager forcément ou d'être quelque chose de guerrier ou de guerrière qu'on peut hyperventiler pendant des heures et qu'il ne se passe rien en fait. Voilà. C'était assez marquant et ça a été assez apprenant, je dirais, comme expérience aujourd'hui. Ouais, ça me parle sur ces personnes qui disent « Ah non, mais moi, j'y arriverai pas parce que je sais pas lâcher prise. Le nombre de fois où on entend ça. Et c'est là où, là, dans ce que j'entends de ton histoire, si je mettrais aussi du coup mes propres mots, c'est que tu as comme goûté à je ne fais rien, juste je suis, quoi. Ouais, je suis avec, ouais. Je suis avec. Et ça me recadre aussi beaucoup dans mes endroits où une partie de moi a peur de manquer, en fait, en me disant il faut que j'ai plus de doses, ou que j'ai plus de ça, ou que j'ai plus de ça, ou de nourriture, ou etc. En fait, c'est pas du tout la quantité, en fait. C'est vraiment cette notion, ça revient à la notion de qualité, en fait, la notion de comment, en fait, quelle conscience on place dessus, et comment on rentre en relation avec. Et qu'est-ce que pour toi, du coup, la respiration holotropique a changé dans ta vie? C'est peut-être une grosse question, ou en tout cas t'a apporté. T'as 1 heure? Est-ce qu'on refait un podcast? On va faire un podcast là-dessus. Ouais. Allez, en 1 phrase ou 2 phrases. Allez, en 2 phrases. Ça a précipité pour moi pendant toute la formation, et ça sera peut-être pas vendeur quand je vais le dire comme ça, mais ça a précipité un processus de quelque chose qui était en dépression à l'intérieur et qui avait besoin de s'ouvrir. Donc ça a précipité à pouvoir s'ouvrir complètement et à lâcher. Donc ça a lâché des masques, ça a lâché des conditionnements, en fait, des choses qu'on a voulu que je sois, des choses ou du moins que oui, des choses où j'ai souvent fait pour plaire ou fait pour répondre à, notamment. Et là, en fait, ce qui était difficile de s'en dépêtrer, même après 10 années de thérapie, parce que c'était des conditionnements presque des masques qui collaient à mon identité. Et là, ça brasse tellement, ou ça les décolle tellement fort, que à la fois c'est bousculant parce que ça les dispose par terre un peu comme si ça venait les disposer devant et pour pouvoir les remanier et voir lequel j'avais envie de garder. Et en fait ça a apporté beaucoup plus de souplesse dans les masques sociaux que j'ai envie de mettre, dans mon identité de thérapeute, dans les différentes identités que je peux avoir, et beaucoup plus d'équilibre en fait autour de ça. Et surtout, moi, ça m'a surtout beaucoup appris que la vulnérabilité ou l'expérience de la vulnérabilité est une chance, est une force incroyable, vraiment incroyable. Et aujourd'hui encore, j'explore ça et c'est je dirais mon dada ou ce qui m'anime dans la vie, c'est explorer ces états de conscience de moi, mais également du vivant, pour aller sentir ça, en fait, sentir cette essence, sentir presque pour moi, le spirituel, je dirais, c'est pas quelque chose de déconnecté du réel, mais c'est ça, en fait, c'est comment on rentre en relation intime avec les choses, comment de le goûter, ça devient sacré, en fait. Et comment notre propre existence, ma propre existence, devient sacrée tous les jours, en fait, vraiment. Juste ça. Juste ça. Petit programme. Ok, une petite question que je pose à tout le monde à chaque... parce qu'on arrive au bout tout doucement de cette interview. Quelle pratique ou habitude de vie a changé ta relation avec toi-même, que tu souhaiterais conseiller aux personnes qui nous écoutent ou nous voient pour justement prendre soin d'eux, s'écouter? Ça va être un petit outil qui peut paraître tout bête et qui ne l'est pas du tout. En fait, moi, je me suis aperçu que avec cette conscience, je dirais, thérapeutique ou ce souci de l'autre, je portais énormément d'attention aux autres et parfois que j'avais du mal à revenir à moi. Et en fait, revenir à moi est essentiel parce que c'est de là d'où ça part. Et pour moi, du moins, c'est de là d'où ça part pour moi. Et du coup, j'ai identifié que ce mouvement-là était notamment en lien avec peut-être une carence ou un manque d'amour propre, notamment. Et en fait, pour sortir de ce mode de fonctionnement et pour apporter de l'importance à qui je suis, à la beauté ou à l'amour que j'ai, c'est presque sortir de ce cerveau automatique-là, du conscient qui va faire les choses pour être aimé ou exister. Et du coup, à des moments, mais pour des petites actions que je peux faire, ça peut être me mettre de la crème hydratante le matin,
ça, c'est de voir que je place une conscience dessus et de me dire une phrase, de me dire, par exemple, pour sortir de ce cerveau automatique, en fait, ce moment, Florent, je te l'offre parce que tu es cher à mon cœur et parce que tu es important pour moi. Et ça me permet de sortir de ce cerveau automatique ou cet auto-sabotage pour à chaque fois réinsuffler un peu d'amour de soi, d'amour de moi, je dirais. Et il y a vraiment quelque chose qui un peu comme on ferait avec le trauma où on va remettre des enveloppes, il y a quelque chose qui vraiment redevient enveloppant ou revient à sentir que en fait, ce que je cherche à l'intérieur, c'est là, en fait. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Non, je te remercier toi peut-être pour m'avoir invité à ce podcast. Avec plaisir. Et vraiment, ça me touche d'être là pour parler de ça. Je sens que c'était pas évident d'en parler parce que c'est pas simple de parler de cette médecine, de cette pratique-là. Mais avec toi, ça l'a rendu davantage simple parce qu'on se connaît dans la vie de tous les jours, on est amis et que c'est beaucoup plus simple de poser des mots là-dessus quand on se connaît. Mais donc simplement merci. Et je suis contente de me dire que tout le monde va pouvoir un peu ouvrir aussi le champ de connaissances là-dessus, mieux s'informer, mieux connaître les petites finesses et les particularités de toutes ces thérapies parce que ça s'ouvre quoi. Donc top, merci. J'ai peut-être un truc à rajouter du coup par rapport à ça, par rapport au fait d'informer. Et je vais faire forcément une petite page de pub, mais il y a une super école du coup pour les thérapeutes qui voudraient se former, qui est le CESUM, du coup, qui est le Centre européen des sciences humaines, je crois, qui forme à la respiration anthropique et qui est le seul accrédité en France à avoir les accréditations de Stanislas Grof, notamment, avec son éthique et sa pratique à lui. Principalement ça, où il y a plein d'infos dessus, etc. Et une des figures en France qui moi, m'a formé, ou même, je dirais, 2 figures en France, il y a Nicolas Dumont et Bernadette Blin, qui m'ont formé magnifiquement bien à ça. Et c'est important pour moi de nommer leur nom parce que c'est dans cette tradition aussi là que je m'inscris. Notamment dans cette super, merci. Non, super, comme ça je mettrai les liens aussi en description si certains veulent aller voir que ce soit l'école ou ces 2 formateurs que tu parles. Merci encore du fond du cœur pour le temps que tu as pris. Avec plaisir. Et à bientôt pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode de Voyage en corps t'a plu. Si tu as envie de le partager ou de laisser des étoiles, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à toucher plus de monde. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, eugénie.vitz, pour découvrir les prochains thèmes ou simplement venir discuter. Merci d'avoir voyagé encore avec moi et à très vite pour un nouvel épisode.